aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, écoutez, bonjour, bienvenue pour c'est le 8e épisode de notre 6e saison des Meetups de DevApps. Alors aujourd'hui, on n'a pas de sujet bien particulier. On va avoir une première partie où il y a juste deux, trois petites news. Et puis ensuite, ce sera un petit peu open bar par rapport au... Il va été discuté aussi dans le Slack. On va essayer de reprendre un petit peu tout ça. Alors, côté actualité, demain, Microsoft fête les 25 ans de Visual Studio. Donc, il y a un event où ils vont parler pendant quelques heures sur l'historique un petit peu de Visual Studio. Donc, pour mémoire, c'était Visual Studio 97. Qui était sorti en 1997 avec Visual Basic 5, Visual C++ 5, Visual J++. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient touché à ce truc-là, Visual J++. On avait encore du Fox Pro à l'époque. Et puis, il y avait un outil que moi j'aimais bien, que beaucoup de gens n'aimaient pas, mais que j'aimais bien, qui était un petit peu l'ancêtre d'ASP.NET au niveau fonctionnement, qui était Visual Interdev. Je ne sais pas si vous aviez essayé de toucher ce truc-là. Et j'avoue que c'était assez sympathique comme outil. On est trois à avoir l'âge pour avoir touché à ce genre de truc. Je me rappelle, j'étais à MVP Summit. Les gars les MVP Foxpro faisaient la gueule parce qu'ils venaient de découvrir qu'ils allaient annoncer qu'ils allaient arrêter le produit. Ouais, je me souviens qu'ils avaient des t-shirts de partout, etc. Mais les pauvres. Donc voilà, l'événement qui aura lieu demain. Bon, je pense que si c'est comme les 20 ans de .NET, c'est pas très intéressant comme événement, quoi. Ensuite, c'est Damien qui avait relevé ça. Alors, à propos de l'introduction d'une nouvelle syntaxe de type dans JavaScript, tu vas peut-être un petit peu expliquer ce que c'est, parce que moi, j'ai pas du tout suivi. Oui, en fait, donc le TypeScript, on peut typer une variable, donc number string. L'idée, c'est d'avoir ça dans JavaScript, et donc le but, c'est de ne plus devoir transpiler le code TypeScript en JavaScript. Et au fait, au niveau JavaScript, ça serait complètement ignoré. Donc, même s'il y a des paramètres de type number, etc., l'interpréteur, il va faire comme si ça n'existait pas. Et comme ça, on évite de transpiler TypeScript. Et Gérald Barré a aussi pas mal commenté. Ouais, c'est pour dire la même chose. Donc, c'est vraiment, au niveau de JavaScript, c'est vraiment un commentaire, quoi. Ça change strictement rien. C'est vraiment le même niveau qu'un commentaire, là. Ça ne sera pas utilisé pour faire les optimisations, pour valider des choses à l'exécution, dire que tu as déclaré un type number, et en fait, ce n'est pas un type number. Il n'y a aucune validation de fait, c'est vraiment juste un commentaire, là. Mais du coup, j'en viens à demander, est-ce que c'est le seul point bloquant pour pouvoir avoir un JavaScript qui fonctionne direct sur le navigateur? Parce qu'il y en a d'autres derrière, parce que ça m'étonne qu'il n'y en ait pas d'autres. Techniquement, il y en a d'autres, parce qu'il y a des syntaxes dans TypeScript, par exemple les enums ou des choses comme ça qui existent en TypeScript, qui n'existent pas en JavaScript. Donc, il y a des syntaxes qui ne seraient pas supportées. Pareil, je crois que les imports, ils ont des trucs qui n'est pas standard de mémoire. Je ne suis plus très sûr, là. Mais disons que le gros point bloquant aujourd'hui, c'est celui-là. D'accord. Donc, ce serait déjà une grosse avancée pour la majorité des gens. Ça veut dire que tu n'as plus besoin tu peux faire ton TypeScript et l'exécuter tel quel dans ton browser. Et au moins, tu sais, quand tu es en développement, ça t'évite d'avoir des source maps, ça t'évite de faire passer du temps à compiler. Donc, ça améliore. Le but, c'est vraiment d'améliorer l'inner loop là, quand tu fais ton dev et gagner du temps. Dites un Je vais peu. mettre le lien, le GitHub de Microsoft, donc tout ce qu'ils proposent, quoi. Dites un peu, le JavaScript, ça a toujours été compatible, toutes les versions confondues. Un vieux code fonctionne toujours. C'est rétrocompatible en fait. Oh, la question. Le web de manière générale. Non, mais le web n'est pas rétrocompatible. Ah si, tout le HTML, ça reste toujours. Ouais, mais l'HTML5, il n'est pas compatible avec l'HTML d'avant. Ouais, mais en Non, JavaScript, mais le HTML4 est toujours compatible, est toujours partageable dans ton browser, quoi. Ouais.
C'est Et Pour ça affiche de la même JavaScript, façon qu'à l'époque. pour JavaScript, je me souviens qu'il existe quelques fonctions qui ont été obsolètes à un moment donné et donc qui n'existaient plus. Mais en termes global, c'est assez rare. Et en termes global, je pense que les vieux JavaScript devraient fonctionner. Tant que ça ne contienne pas ce genre de fonction. Ça dépend en fait plutôt des navigateurs finalement. C'est aussi du coup. Ça dépend si Safari suit quoi maintenant. Tout Bah, il pour les suit bien, mélanges. franchement, Il disait que le il problème y de a un Safari, c'est énormément qu'ils d'efforts de fait. n'arrivent pas à le sortir de Mac et donc ça complique la vie des API parce qu'il n'a pas le même cycle de vie que les autres navigateurs, donc il est toujours un peu en retard. C'est ça, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, d'ailleurs, l'annonce a été, enfin, ils l'ont vraiment officialisé il y a quelques semaines là, mais tous les navigateurs se sont mis d'accord pour dire, bah là, pour cette année, là, ils ont dit il y a 10 ou 15 points bloquants. C'est du genre des petites différences entre les navigateurs. Donc cette année, ces 15 points-là sont adressés en fin 2022 et tous les navigateurs se comportent de la même façon pour ces 15 points-là. Et ils continueront après là. Il y a eu une annonce faite, je crois, la semaine passée ou il y a 2 semaines là. Cool ça. Là, c'est cool ça. Ouais. Puis tu peux aussi voir que, du point de vue Safari pur, ils ont fait les annonces, ils ont recruté une vingtaine de devs pour Safari. De chez Chrome. Non, Firefox. Mais Apple, je comprends pas la position d'Apple sur Safari. Pendant plusieurs années, on a eu du Safari sur Windows. Ils auraient été. C'est vieux ça. Ouais, on avait des problèmes de fond. Moi, c'est le seul truc que je supportais pas. Ouais. Enfin, Safari, je trouve que c'est devenu le point chiant une fois qu'Internet Explorer a été mort. Quoi. Tu te casses les couilles à cause de Safari. Quoi. Enfin bref. Bien. Côté news, est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu quelque chose d'autre ou pas du tout? Non? Je ne sais pas si on l'avait dit la semaine passée, mais il y a GitHub Copilot qui est intégré en extension maintenant dans Visual Studio. Donc, c'est plus que VS Code, c'est aussi Visual Studio. C'est une preview encore pour le moment, mais Et Rider, essayez, ça marche plutôt bien. depuis un moment. Rider, c'est fou. Hein. Merci Laurent. Là, j'ai eu peur que tu n'en parles pas aujourd'hui. J'ai eu peur, ouais. Je me suis dit, mais comment il va faire? Et c'est toujours sur demande et avec une liste d'attente grosse comme. C'est possible, mais tu es MVP, donc la liste d'attente, tu peux la Tu la bypasser. court-circuites. Hein. Ouais, mais bon, je vais pas essayer. C'était le cas normalement pour l'Advanced Search de GitHub. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ça. Ils ont fait une Moi, oui. présentation pour les MVP et puis moi j'ai demandé l'accès, je l'ai eu 2 mois après, ou un truc comme ça. Ouais, mais t'es trop jeune comme MVP, c'est pour ça. Ah. Ok, il y a des classes, des castes au sein du MVP, c'est le programme. Okay. Bien, côté news, vous aviez autre chose ou pas du tout? Non? Bon. Sinon, il y avait Christophe, donc, qui avait un sujet de conversation. Ouais. Bah ouais, du coup, ça peut être intéressant de parler de ce qui se passe sur Slack. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller sur Slack, et je les comprends. En fait, j'avais une réflexion. C'est-à-dire que je m'interroge toujours sur le fait que quand j'ai dans mon application web, j'ai une web API qui va me retourner en fait des listes la plupart du temps. Et au sein de mon code, ça me dit si c'est OK, ça, les HTTP statuts. Donc si c'est OK, si c'est pas trouvé, si c'est bad request, si c'est pas autorisé, etc. Et moi, j'étais dans l'optique de me dire s'il y a un problème, j'aimerais bien avertir mon utilisateur. Donc je ne m'étais pas forcément renseigné plus que ça, mais au lieu de retourner les listes, j'aurais voulu aussi avoir ma liste et le statut de ce qui s'est passé. Et donc, je me suis dit, je vais créer une classe, et je vais faire une liste avec une variable générique, et puis dedans, je mets le statut, etc. Puis, je voulais savoir les bonnes méthodes, plus ou moins, en fait. Et c'est pour ça que j'avais posé la question, qu'est-ce que vous faites? Et finalement, c'est un peu de tout. Il y en a qui vont pas vouloir, enfin, qui remontent pas d'informations au client. Moi, je suis dans l'optique de si, parce que si un client m'appelle, tiens, je sais pas, j'ai été déconnecté, parce qu'au départ, je faisais ça, c'est-à-dire que si tu n'étais pas autorisé, je te dégageais, quoi. Et si tu veux, ça m'évite de passer un temps fou à chercher qu'est-ce qui se passe, aller dans les logs, ça me casse les pieds. Donc, si mon client me dit, voilà, j'ai ça comme information, moi, ça m'aide tout de suite et je gagne un temps fou. Même si c'est très rare, mais si ça arrive, il va me donner de l'information.
Bah, visiblement, tout le monde ne fait pas ça. Et je voulais un peu savoir voilà, comment vous faites et qu'est-ce que vous pensiez d'une méthode où j'ai ma petite classe, où en fait je balance tout dans une classe pour la récupérer, quoi. Et à la fin de la conversation, on en parlera, mais je vais tout de suite aller sur une chose que qui a partagé ça. Attendez, j'ai parlé de ça où déjà ouais. Ça y est, on l'a perdu. Ouais. Il existait mais un truc que je ne savais pas que ça existait, c'était le HTTP résulte. HTTP Result qui en fait faisait le job finalement. Action bon, result. Ouais. Action résulte, ouais. Ouais. Voilà. Donc, Oui, j'allais dire, déjà dans une API, il y a deux façons, entre guillemets, de prototyper son API. Par exemple, quand on fait un get, ça peut être soit on fait un public, je sais pas moi, public personne, get, entre parenthèses, ID, ou alors on peut faire un public IHTTP action result, et get toujours l'ID. L'avantage avec le IHTTP Action Result, c'est qu'on peut utiliser des méthodes d'extension qui sont rajoutées au contrôleur, qui sont les méthodes OK, bad result, etc. Et donc qui se chargent de mettre dans l'entête de la réponse le code qu'il faut dans l'HTTP Result. Moi, le seul problème que je trouve avec ça, c'est que on a du mal à typer les données qui sont retournées, quoi. Après, tu peux les mettre en métadonnées pour dire à ton Swagger, quand tu as tel verbe, tu renvoies tel type. Ils avaient fait une version générique aussi du IHTTP result, là. Je sais plus le nom exact là, mais ils avaient fait une version générique justement pour dire tu sais quel type de résultat tu vas renvoyer. Ouais, mais ce qui est embêtant, c'est quand tu as des erreurs et que tu veux envoyer un objet avec la liste des erreurs. Ouais, mais tu les peux erreurs, il y a un pas. standard pour ça, hein, c'est pas un problème details. A priori, c'est la façon de faire standard. Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que est-ce que ton API elle est prototypée pour être consommée entre guillemets par un client quelconque qui n'est pas forcément le tien, ou si c'est vraiment ton application qui est là uniquement pour consommer des ressources, quoi. ouais, c'est un autre point de vue. Moi, je suis mon application, enfin mon API, c'est que pour moi en fait. Donc déjà, je suis plus libre. Mais effectivement, selon la discussion, ça dépend si on a une API ouverte ou pas, quoi. De toute façon, ton API, elle est jamais pour les humains, de toute façon. Non. C'est rare. Enfin bref. La question que moi, ce que j'avais vu dans le chat, c'était la question, c'est est-ce que le verbe HTTP était utilisé comme information, ou alors on me remettait une information supplémentaire pour avoir le code, c'était une erreur ou pas? Pardon? C'était ça que j'avais vu dans les discussions, c'est que j'avais vu où on rajoutait, c'était un commentaire que j'avais fait où on rajoutait le code HTTP en retour en plus. Ouais, il y avait redondance là. Ouais, il y avait redondance, ouais. Redondance de Ouais. data, ouais. Du coup, il fallait checker à la fois le status code de la request et le status code qui sont dans le body de la response. Ouais. Donc c'est un peu redondant, c'est anti-standard, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et c'est ça surtout qui pique un peu dans le système. Mais du coup, ce qui permettra, je pense, c'est effectivement l'IHTTP status code action, pardon. HTTP Action Result, c'est pas mal pour ça, justement, ça permet de gérer dans ton code le type de retour, enfin le status code de retour que tu veux, mais au niveau du header de la response. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, après, ça dépend du standard, du résultat que tu vas, de ton JSON. Est-ce que tu veux... moi, l'idéal, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, généralement, si tu veux une gestion d'erreur poussée au niveau du retour de ton API, c'est d'avoir ton body classique dans si c'est un 200, avoir un body classique qui marche bien avec avec tes datas, voilà, c'est tout. Et s'il est en erreur, là, tu as un body différent qui contient un JSON avec un template différent qui, lui, contient ce dont tu as besoin pour pouvoir débugger ton truc. C'est ce que disait Gérald avec le problème C'est ça, je viens de le details. mettre dans le chat Voilà, d'ailleurs, ça. un exemple. J'ai retrouvé un truc. J'ai rien trouvé dans la doc officielle d'ailleurs.
Si, attends, je viens de chercher. trouver un truc. Le point de détail, c'est intéressant. Je J'ai sais pas. trouvé ça sur le middleware. Je vais pas dire intergiciel parce que chaque fois ça m'arrache la gorge dans la doc française. Mais c'est ça que tu disais, Gérard. Ouais, exactement. En gros, c'est la classe, là, on voit produire une charge utile, problem details. C'est vrai que tu peux mettre la doc en anglais aussi. Hein. Je dis ça, tu as un petit lien en haut à droite, lire en anglais. Non, je sais, c'est parce que c'est Google par défaut. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire, je l'ai dit tout le temps en anglais, il me le met tout le temps en français, c'est insupportable. Ça, mais oui, c'est la classe problem details qui fait partie. En fait, il y a une RFC, c'est un vrai standard, hein, la meilleure des RFC là. Donc, il le supporte et ça as le détail avec des liens, les informations, ce qu'il faut pour mettre des informations additionnelles, etc. là. Alors, Tu vois, je savais pas qu'il y avait une RFC, tu vois. ouais, si, et il y a des parties qui sont très vieilles parce qu'en fait, on l'avait déjà pour remonter les false exceptions de WCF. Mm. Et on a quelque chose d'à peu près similaire avec gRPC. Remonter des exceptions. Ah, c'est bien ça. Hein. C'est pas tout jeune, hein. Intéressant, ouais, effectivement. En plus, tu as la méthode problem details directement dans le contrôleur base. Donc, en fait, l'objet, il existe déjà. Ouais. Ah, je vais tester ça. Ouais, Ah, c'est c'est bien. génial. J'avoue. Putain, ça date de quand ça? Arrête, réponds pas à ça, parce que c'est encore un truc qui existe depuis longtemps et on le sait pas. Putain, ouais, c'est C'est- Et non, on, mais on je va vous passer dis, pour des cons. on avait ce genre de choses avec WCF, parce qu'on le sait déjà. On l'a récupéré quand on a eu les bindings pour REST, qu'on n'avait pas au début, et on avait justement ce genre de remontée d'exception qui était intéressante. Bon, ben, on est nul. Merci. Ça existe depuis 2.1 pour info. Putain. La classe. 2.1. Enfin, Ouais, ça fait pas .NET Core 25 ans non 2.1. plus, quoi, tu vois. Ça fait à peu près 18 ans, quoi. Oui, d'ailleurs, le e-Action Result, c'est la nouvelle version du iHTTP Action Result. Mm. En .NET 6, ouais. Ok. Bon, sinon, vous aviez d'autres choses à dire? Pour envoyer la facture à Richard. Ah, mais c'est fou de découvrir des trucs qui sont là devant nos yeux depuis longtemps et que. Parce que vous Ouais, remontez c'est pas un les problème de erreurs. documentation aussi. Hein. Si, mais en Tu vois, fait. c'est dur de trouver cette doc-là. Ouais, non, mais en fait, je le faisais, mais en fait, je faisais ça, mais je faisais mon objet, quoi. Pardon? Je faisais ma structure. Comme j'imagine tous ceux qui ne savaient pas que cette classe-là elle existait. Ouais, d'accord. Ouais. En fait, ça fait partie de la découverte de pratique que c'est difficile, quoi. Enfin, Et moi, ce qui m'embêtait, c'est parce qu'après, c'était dès que ma web API, boum, je la balance dans un cache. Putain, c'est casse-couille aussi, quoi, parce que c'est compliqué à gérer, en fait. Pour moi, enfin, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un truc, ça me prend la tête, quoi. Tu lis ta web API, tu vas la foutre dans le cache. Enfin, tout ça, je trouve ça un peu le bordel, quoi. Et tu utilises les tags aussi, tu utilises les tags HTTP pour savoir si ta donnée a changé, pour renvoyer? Non. Non. Enfin, bref. Et Swagger, vous l'utilisez systématiquement ou pas? Moi, il est Ouais. mis, mais m'en fous. Là, je suis dans une grande boîte, donc c'est systématique, c'est obligatoire justement parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent piocher dans ton API. Ouais. Donc, pour présenter ce que tu présentes dans ton API, de toute façon, il n'y a pas meilleur moyen. Ouais. C'est Swagger ou un équivalent et ça marche très bien. L'autre avantage de Swagger, même quand tu es en solo, je le mets souvent en place même sur mes projets perso, c'est justement pour tester ton API. Ouais. Tu n'as pas besoin de c'est Postman ou quoi que ce soit, tu ouvres ta page Swagger, tu mets tes trucs et ça marche, quoi. Ouais, Est-ce c'est que vous ça. utilisez la dès le génération départ, quoi. automatique? Est-ce que vous utilisez la génération automatique de clients à partir de Swagger en .NET? Oui. Avec un swag. Vous Ouais. avez vu d'ailleurs dans la dernière template, Swagger, il n'est actif que si on est en mode développement. Dans les templates en .NET 6. C'est caché dans le build? Non, C'est caché ou ça fait partie du code non, qui cache c'est le if.isDevelopment. À ce moment, il rajoute Ah, Swagger. D'accord. en minimal API? Oui. Mais je vois pas Moi, d'intérêt. je préfère. Hein.
Je préfère largement parce que j'ai vu pas mal de sites en production, tu as du Swagger, c'est un peu embêtant, quoi. Bah, moi, j'ai mis if debug. Enfin, vous? Ouais, t'as beaucoup de développeurs qui font pas attention aux bugs quand même. Non, mais des C'est fois en c'est prod, moche. on peut, quand tu as l'API management, tu peux utiliser Swagger pour générer les méthodes de l'API management pour faire les changements. Donc, je pense que c'est bien de ne pas le mettre par défaut, mais comme ça, tu l'actives quand tu sais que tu en as besoin. Et puisqu'on parle d'API, vous avez utilisé une nouvelle API de health-check qu'il y a dans ASP.NET pour faire des endpoints de health-check. Oui, Ce qu'ils c'est déjà apportent utilisé. par Ouais. rapport au précédent, Moi, j'avais jamais utilisé ceux d'avant, je le faisais toujours à la main. Pareil comme les erreurs. Le check est pas mal parce que, enfin, ça permet de standardiser un peu le truc. C'est pas si ouf, je trouve, comme feature, parce que dans tous les cas, donc si tu le mets par défaut, effectivement, tu as un point par défaut mis en place, etc., et ça fonctionne en une ligne, ça fonctionne, tu as un check qui marche. Mais par contre, si tu veux quelque chose un peu plus poussé, bah, ça demande du coup de créer une classe qui hérite de telle, je ne sais plus, les classes, etc., et de surcharger une des méthodes de check. Mais bon, c'est pas. Après, ça change pas grand-chose si c'est toi qui crée ton propre contrôleur avec ta route et que tu mets ta méthode, ton Ouais, c'est ça. implémentation dedans. C'est pas. Après, ce qui est voilà. intéressant, c'est que comme justement, tu as une interface, si tu veux, tu as déjà pas mal de providers pour tester ton SQL Server, ton Mongo, Elasticsearch, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà implémentées. Tu prends juste le package et tu peux améliorer ton check automatiquement. Là. Ça peut être, Effectivement, c'est le point intéressant d'avoir une interface commune pour tout le monde. Là. c'est vrai, j'avais oublié ce point-là, effectivement. Tu peux intégrer ton package du provider que tu veux, et en une ligne, c'est bon, ça va check ton SQL Server, par exemple. Comme ça, tu Effectivement. peux tester en fait, chaque dépendance fournit un package et comme ça, tu peux les composer. Ouais. Ok. Bah, c'est pas une vous. question connexe. Vous avez déjà utilisé le service qui permet d'exposer des données pour Prometheus? Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ouais, mais jamais utilisé. Jamais exposé, non. Quel Envoyer les service données à Prometheus? Alors, en fait, non, ça expose les données qui sont lisibles pour Prometheus, en fait. Parce que Prometheus va aller lire la page et va lire les différents métriques qui seront disponibles sur le C'est pointer un de vue. genre de Fluentd, non? C'est ça? Bah, je sais pas, je connais pas le Fluentd, donc je peux pas te dire. Typiquement, c'est comme si tu exposais un fichier texte, quoi, avec des données clés valeurs. Et donc, ça t'affiche, par exemple, potentiellement pour indiquer le nombre d'objets que tu as d'instanciés, la RAM que tu consommes, ainsi de suite. Donc, Prometheus, par exemple, aille récupérer ces données à une certaine fréquence, puis après les afficher dans un Grafana ou autre solution. Non, moi j'ai déjà installé des agents Prometheus sur des VM, des choses comme ça pour les retrouver. Ouais, c'est Mais pratique pour exploiter des métriques, notamment parce que maintenant, dans .NET 6, ils ont intégré nativement dans .NET la partie plusieurs classes pour les metrics, donc en standard dans le framework. Donc, tu peux même exposer dans ton code applicatif ou dans tes libres, tu peux exposer certaines métriques. Et ensuite, tu peux les exposer via tout le code avec OpenTelemetry ou n'importe quoi qui est capable d'aller juste écouter ces métriques-là, en fait. Donc, si tu veux exposer des métriques custom, tu peux même les mettre même dans tes libs, meilleurs génériques, au besoin. Là. Intéressant, ça. Tu peux regarder, j'avais fait un article sur OpenTelemetry là-dessus. Justement, qui Bah, montrait j'avais vu, les mais moi, nouvelles fonctionnalités. j'ai vraiment pas creusé la partie OpenTelemetry parce que je mixe encore du .NET, beaucoup de .NET, et un petit peu de Core. Dommage. Bah ouais, chacun son monde. Hein. On compatit. Personnellement, j'ai beaucoup de .NET 5, 6, mais professionnellement, j'ai beaucoup de .NET Framework. Ouais, moi c'est pareil, juste à cause de la S400. Donc, Quoi, .NET Framework tourne sur la S400? non, mais, non, mais tu as des bibliothèques qui te permettent d'attaquer la S400. Et elles ne sont pas portées sur .NET Core, c'est ça? Elles ne sont pas portées sur .NET Core. Alors, il y a une version qui existe, qui est à peine supportée par IBM, et où il n'y a aucune documentation, il n'y a rien. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, qui avait essayé de l'utiliser en .NET Core. Ça avait l'air de fonctionner, mais c'est pas évident, quoi. Et moi, j'ai un projet qui commence à devenir assez important, et
Et le problème, c'est que bah, je peux rien migrer tant que j'ai pas fait cette migration d'interrogation de la base AS400, quoi. Surtout que c'est un vieux AS400 qu'ils ont, c'est pas les toutes dernières versions, donc c'est un peu difficile à utiliser du .NET 6, quoi. Donc je vois tout le monde qui dit ouais, .NET 10, ouais, on va se mettre même à .NET 7. Bah, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Hein. Mais Richard, vieux et S400, t'as pas l'impression de faire une petite répétition là quand même? Non, bah oui, alors un très vieux AS400. Non, mais S400, vieux, c'est à partir de 30 ans. Ouais, riez pas. Hein. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient, il y a quelques années, très proches de la retraite, donc ils doivent y être. Et je leur demandais d'intervenir sur la S400. Et ils me disaient par rapport à leurs collègues qui étaient déjà à la retraite depuis quelques années, ah non, mais je touche pas au code, c'est trop récent. Et ça faisait peur. Non, là où ça fait peur, c'est quand tu cherches à trouver des compétences de gens qui savent comment fonctionne véritablement un S400, c'est compliqué, quoi. De personnes vivantes? Oui, voilà, oui. Mais sinon, c'est super robuste hein, comme truc, hein, ça marche bien, quoi. Mais pour savoir comment ça se passe à l'intérieur, c'est un peu compliqué, quoi. Ce qui est chose, c'est que quand tu cherches à recruter un mec sur LinkedIn, tu sais pas s'il veut pas te répondre ou s'il est mort, quoi. Oh, c'est horrible ce qu'il dit. Tu sais, moi, un de mes premiers jobs, ça a été de porter un outil qui avait été qui transcodait du COBOL en C++. Il y avait le gars qui avait fait ça, il avait fait ça juste pour un dialecte de COBOL. Et il y en a, si je me rappelle bien, 7, dont un, c'est du français. Il a été fait par je ne sais plus quelle grosse boîte en France. Et c'était déjà dur de trouver des gens qui connaissaient bien le COBOL à cette époque-là, quoi. Donc, j'imagine maintenant sur des systèmes comme ça, trouver des gens, ça ne va pas être évident. Ouais. Et puis, on ne parle pas vraiment les mêmes langages, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Après, pour un jeune qui veut être bien payé dès le début, c'est enfin, c'est le système idéal à apprendre, quoi. C'est sûr d'être bien payé, quoi. Tellement il y a peu de monde. Ouais. Je ne sais pas si c'est très pérenne aussi. En tout cas, il y a des ans, on se disait pareil, hein, on se disait la même chose, hein, et pourtant ça dure toujours. C'est vrai. Après, il y a la santé mentale aussi. Hein. C'est bien le salaire, mais il y a d'autres choses, quoi. Bah, c'est pour ça, Richard, il est à la piscine. Hein. Oui. Sinon, j'y arriverai pas. Bien. Est-ce que vous aviez d'autres sujets à aborder ou... Si on parlait des API, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour les tester? Avant je crois que c'est Damien qui disait c'est bien d'avoir Swagger pour tester. Moi, j'utilise souvent vous allez rigoler, c'est obligé. Moi, j'utilise souvent ce qui vient avec Rider. Ah ouais. Rider, c'est quoi ça? Scratches. Le Scratch file où tu peux écrire ta requête comme ça, il va la lancer, voir les résultats. Bon, là, j'ai rien qui tourne sur le port. Tu peux vraiment construire tes requêtes et tu peux aller vraiment loin parce que tu peux avoir des variables, remplacer des variables, etc. Et c'est bien pratique, franchement. Ah, j'ai vu ce truc-là, par contre, je ne sais pas du tout comment ça marche quand j'utilise Rider. Et du coup, je suis en train d'y penser, mais ça pourrait être un bon sujet, en fait. Plus tard. Il y a Postman aussi, qui est bien foutu. Ouais, bah, Postman. Et ça marche avec donc HTTP. Bon, gRPC, c'est aussi de l'HTTP, mais ça marche aussi avec gRPC. Donc, c'est quand même, si vous utilisez l'outil, c'est bon à savoir. On a vu que tu as évité de dire le... Ouais, le mot en C ou en M, c'est ça? Ou en R? Ouais. Voilà, ok. Non, mais Postman, tu peux faire des trucs assez sophistiqués quand même pour tester tes API. Je veux dire, si là, tu as déjà cet outil et que tu l'utilises, c'est pas mal de savoir. Ouais. Après, c'est pour tester tes propres API ou des services externes? Non, tu peux appeler tout ce que tu veux. Non, mais toi, ton use case principal, là, ce que tu voulais savoir pour tester ces API, est-ce que c'est tes API que tu développes ou est-ce que c'est Non, moi, n'importe je ne lequel? développe pas d'API pour l'instant, ou vraiment très très peu. C'était pour des projets personnels ou des projets
internes dans ma boîte, mais qui sont délivrés par l'autre équipe que la mienne. Okay, J'avais découvert sur ce Redis, tu fais client. des unit tests et tu peux tester ton Ah. API via des unit tests, quoi, mais c'est vrai que c'est pas la tienne, c'est pas la même chose. Ouais. J'ai découvert un autre client REST là pour Windows qui fait aussi le boulot. Ça s'appelle Edge. Je l'ai mis dans la conversation, il s'appelle Nightingale. Il est natif sur Windows et il est propre aussi. On a le source sur GitHub en plus, on peut regarder ce qu'il y a. Ouais, sympa. Et il y a aussi un vieux produit qui a pas mal évolué, c'est le Fiddler, qui est en version, je sais plus, Everywhere ou Anywhere. Et il existe toujours, je veux dire? Ouais, il est toujours. C'était Eric qui l'a racheté. Ouais, mais il y a 2 produits maintenant. Ouais, Il y a l'ancien effectivement. qui garde la menu fonctionnalité et il y en a un nouveau qui offre pas mal de choses, qui a l'air d'être écrit en Electron, si j'ai compris. Qui est payant surtout. Qui est payant surtout. Ça limite un petit peu l'usage. Non, mais c'est vrai, il est payant, puis ça n'a pas l'air donné. Enfin, moi, j'ai pas pris la licence, hein, ça m'a pas convaincu. Ouais, et puis en tant qu'MVP, on l'a même pas gratos. Alors, Putain, ça craint. Ah, j'ai même pas regardé. Putain, ils sont radins, parce que, Télérik. tu sais, ils offrent tous leurs produits, mais pas celui-là. Donc, Ah ouais? Je regarde la version Télérik aussi, j'utilise souvent, en fait. Surtout quand je développe en Blazor. Hein, Christophe, non, mais j'utilise souvent parce que comme ça, je sais vraiment voir toutes mes requêtes qui sont passées, voir si j'ai des doublons, ou même tout simplement pour faire des tests de charge. Hein. Tu peux lancer 100 fois ta requête à ton API, c'est vraiment bien foutu. Et alors, une fois, on avait travaillé avec un client qui s'appelait Octopus. Il développait ses API en Inde. Et bien souvent, ça ne marchait pas, donc on avait installé Fiddler pour justement attraper les réponses et les modifier parce qu'on était complètement bloqué dans nos projets parce que leur API ne fonctionnait pas. Quoi. Donc j'avais plein de breakpoints au niveau de la réponse pour mettre une réponse valide pour pouvoir continuer à développer. Wow. Et d'ailleurs, on est en mars, c'est quand le Blazor Day? Juin, non? Non, en fait, non, on a commencé là, on a fait une réunion la semaine dernière, là, donc on attend une info de quelqu'un à Seattle. Donc ça sera soit, il y a plus de chances que ce soit fin d'année en fait, parce que ça aurait été juin ou ce sera novembre en fait peut-être. Du coup, c'est pour ça que vous avez décalé le DVD ou pas? Non, aucun rapport. Aucun. Mais par contre, le Blazor Day prendrait la place du DFD. Voilà. Donc DFD, ça sera en juin. Ça sera en 2023 déjà et ça sera à Mons et ouais, la date, je ne sais plus, on l'a dit? Non, on l'a pas dit la date. Si, en mars. Ah, d'accord. Ah, il va encore attendre de perdre une Coupe du Monde avant de refaire un DVD. Ah là là. Oui, j'avais vu là, justement, là, on parlait de Postman ou genre de choses, ou d'utilitaires pour tester. Ce matin, c'était je ne sais plus qui de Microsoft là, qui est le programme manager de Visual Studio qui demandait quelles étaient les fonctionnalités que vous attendiez pour Visual Studio en plus. Code ou normal? Non, normal. Et Normal. il y a Ion justement qui disait ce serait bien d'avoir un utilitaire type Postman intégré à Visual Studio, quoi. Bah, justement, j'avais posé la question tout à l'heure, vous en parlez, je dis, mais il n'y a pas une extension qui nous permet de faire ça? Il y en a dans Visual Studio Code, des extensions genre Postman, mais... Ah ouais, Dans le Marketplace. C'est Faut sur voir Twitter quelques- qu'il a posé la pour question? VS Code. Ouais, tu cherches Mads Christensen sur Twitter. Ouais, je vais chercher. Moi, ce qui me manque, c'est le pouvoir de bosser sur un conteneur. Moi, ce qui me manque, c'est les récents, les ajouts récents. À chaque fois que tu ajoutes des fichiers type différents types de fichiers, putain, il ne mémorise pas que je voulais ajouter par exemple une feuille de style. Je suis obligé de retaper style parce que je me suis dit, tiens, c'est pas grave, ça marche avec l'extension. Tu sais, je mets .css. Non. Si tu prends une classe et tu mets .css, il est débile, quoi. Et genre, bienvenue dans cette fenêtre-là, on est les favoris ou alors les trucs récents, quoi, les ajouts récents. Qui c'est qui fait du café? C'est pas l'heure de faire du café. Pour livrer. C'est bien ça. Bravo.
Non, mais ce qui serait bien, avant de rajouter des choses, hein, c'est qu'ils rajoutent déjà ce qu'ils ont retiré de Visual Studio. Ce serait pas mal. Quoi? Bah, ils en retirent sans arrêt. Quoi? Là, par exemple, la gestion des work items sur DevOps va bientôt être retirée de Visual Studio. Bah, tant mieux. Hein. Oh, ouais, c'est quand même pratique. Hein. Quand tu es habitué à gérer tes requêtes, moi j'ai des collègues Oui, qui font ça, ouais, c'est prise de tête. La nouvelle expérience, elle est sympa, mais ça ouvre sans arrêt le navigateur, c'est un peu prise de tête. Les tests de montée en charge aussi qui ont disparu. Ça, c'est ouais. prise Parce de qu'ils les ont tête. supprimés d'Azure DevOps aussi. Oui, aussi. Oui, n'empêche qu'ils auraient pu garder une variante, par exemple. Ça aurait été sympa, quoi. Ben, ils nous disent Mais ils maintenant sont dans la normés dans vision, Azure maintenant. Ouais, qui vont en remettre utiliser une. JMeter. Ils disent utiliser Ouais. JMeter maintenant, qui est standard. Mais Qui est pas de comment. c'est là que je suis choqué par le discours, parce qu'il y a quelques années, le discours, c'est-à-dire on va arrêter parce que ça intéresse personne. C'était déjà dans Azure. Là, ils disent qu'ils vont remettre quelque chose dans Azure. Je comprends plus la logique, là. En Bah, fait, ça c'est intéresse une. personne dans Azure DevOps. Ils font pas assez Ouais, d'argent, donc ils le remettent en service pour tout le monde dans le contexte général. Et peut-être là, ils espèrent faire de l'argent, quoi. ouais. Quand c'était déjà disponible, on pouvait déjà l'utiliser en contexte général. Hein. Ouais, mais il On fallait un n'était compte pas Azure obligé d'avoir. DevOps. C'était pas... Là, c'est Azure, et puis là, c'est un framework. C'est JMeter aussi, je crois, dans Azure. Ah, je sais pas, mais Il me JMeter, j'aime semble, pas ouais. du tout. Hein. Ah, si c'est JMeter, ça va pas être sympa. Non, puis il y a le Task Manager aussi qui a été retiré. Ouais. Ça, c'est prise de tête. Il y a les tests d'interface aussi, pour les gens qui font du Windows, qui ont été retirés. Et qui fait du Windows maintenant? Moi. Bah, ils ont bien mis Windows Form dans .NET 6. Ouais, ils ont remis des choses, mais étrangement, ils ont retiré les choses en Visual Studio, en fait. Ok, Après, ok. ils vont te dire d'utiliser Rider. le truc. Non, pas Rider. Le truc pour faire des tests automatisés en web, là. Selenium. Spectrate ou Selenium, ouais, Selenium. Selenium pour faire du Selenium, test sur Windows. Spectro, Ouais, mais en fait, il y a déjà un système de driver équivalent Selenium pour du Windows. Je suis en train de regarder pour l'utiliser. Ça a l'air quand même un peu obscur. Hein. Faut faire des scripts, je le sens pas trop. Tu vois, ils suppriment plein de trucs, par contre, ils gardent MS Test, quoi. Ouais, ça c'est génial ça. Moi j'ai encore des gens qui créent du test avec MS Test, c'est des vieux templates, je sais pas comment ils font. Et quand tu veux les exécuter sur un serveur de build, là tu as un truc qui dit qu'il y a une référence à Visual Studio. Là tu pleures. Ouais, donc MSTest 1, quoi, le vieux, pas le MSTest Ouais, V2 qu'ils ont refait beaucoup plus récemment sur GitHub, quoi. ouais. Je sais même pas comment les gens trouvent encore les templates de ces versions-là, quoi. C'est pas possible. apporté d'une précédente version, j'imagine, de projet. Tu peux tout trouver, tu sais, sur Internet. Copier-coller. Visual Studio 2012 encore. Ouais, moi, j'utilise MS Test, la version 2, là, et là, depuis 3 jours, 4 jours, là, maintenant, il veut plus lancer mes tests sur le serveur de build. C'est bien. Ouais, Jérémy, il me lance une Là, exception, un comme commentaire. quoi il n'arrive pas à trouver. Alors j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite. Il me disait qu'il faut la version 2.2.8. J'ai la version 2.2.8, mais donc j'ai tous mes tests unitaires qui ne marchent pas, qui marchent très bien en local, mais qui sur le serveur de build ne fonctionnent pas, quoi. Est-ce que tu as installé Visual Studio sur le serveur de build? Est-ce que j'ai... Non, je crois pas, non. Non. Souvent, ça résout les problèmes. Ouais, c'est un peu bourrin, quoi. Bah, c'est des problèmes de tête remorque, malheureusement. Bien. Bon, vous aviez d'autres choses ou rien de particulier? Non. Non. Bon, bah écoutez, je pense. Ah, je pensais à une chose. Par rapport à s'ils intègrent l'outil, au cas où si les développeurs Visual Studio passent par là, qui veulent intégrer un Postman dans Visual Studio, je ne sais pas pour vous, mais parmi les fonctionnalités que j'utilise le plus, c'est l'import de curl et l'utilisation d'OpenAPI, qui est super intéressante. Par exemple, vous allez dans votre Swagger, vous regardez votre JSON généré par Swagger, copier-coller dans Postman, et puis hop, magique, tout est fou, tout fonctionne, vous avez toutes vos empreintes, vous n'avez plus qu'à exécuter et ça passe. Donc, je ne sais pas si vous utilisez de cette manière-là, mais je trouve que c'est parmi les fonctionnalités, pour moi, obligatoires pour ce genre d'outil. Il ferait pas mieux de faire que des extensions finalement? Pourquoi pas?
Ça marche très bien pour Visual Studio Code, hein, travailler avec des extensions. Ouais, voilà, ouais. Bah, le marketplace, c'est un Ouais, peu ça ça. prend un modèle d'extension différent aussi. Quand tu vois justement là, dans 2022, ils ont changé, enfin, ils ont fourni un nouvel modèle d'extension pour Visual Studio. Parce qu'aujourd'hui, toutes les extensions étaient genre in process dans Visual Studio. Si tu en as une qui crache, ça crache tout ton Visual Studio, etc. C'est vraiment la merde. Donc, pas d'extension dans le Visual Studio. Comment ça fonctionnait? Là, ils sont en train C'était d'essayer de les du sortir. truc des de process, Composite Framework, non plus, non? ouais, enfin, tous les trucs pas agréables, là. Mhm. Tu sais jamais quand ça charge ton extension, quand ça charge pas. Enfin, c'est vraiment compliqué, là. Donc là, ils sont en train de changer pour justement les mettre out of process et justement que ce soit beaucoup plus agréable de les utiliser. Peut-être ça va changer les choses aussi, là. Mais j'ai Dans l'état l'impression que actuel des choses. j'ai l'impression que c'est un discours qui existait depuis 5 ou 6 ans, ça. Voire plus. Ouais. Ça serait cool parce que souvent, j'aimerais bien genre, désactiver ReSharper sans devoir redémarrer Visual Studio derrière. Mais tu peux. Je peux pas. Si je désactive l'extension ReSharper, je suis obligé de redémarrer Visual Studio. Et même l'inverse, si je veux l'activer ou désactiver de toute façon. Dans VS Code, c'est aussi souvent le cas pour certains produits. Hein. Il y a certains produits qui sont tellement. Je sais pas, il y a un problème dans le déploiement, tu es obligé de redémarrer ton VS Code. Hein. Bah, écoute, moi, Dommage. non, ReSharper, moi, souvent, je le désactivais ou réactivais sans redémarrer. C'était quoi le problème? Je sais pas. Il me demande à chaque fois de redémarrer pour prendre en compte. Et peut-être que toi, tu désactives peut-être un truc dans ReSharper. Non, non, je désactivais Ok, je sais pas. ReSharper. Pareil que Laurent. Ok. Des fois, il me Bon. propose de désactiver ReSharper parce que c'est trop lent. Plus quelque soit disable et je n'ai pas de redémarrer, quoi. Je regarde plus en détail alors si vous me dites qu'effectivement, il y a un souci. Il faut que tu regardes un truc parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des bizarreries en fonction de qui déployait l'extension sur les postes et si les Visual Studio étaient lancés avec des privilèges administrateurs. Moi, j'ai eu des cas, il était impossible de mettre à jour des extensions qui avaient été installées justement par quelqu'un qui faisait du 2IS, par exemple, et qui prenait tout le temps l'habitude de lancer ça avec des privilèges admin. C'était impossible de faire quelque chose sans redémarrer Visual Studio. Ok, bien vu. Effectivement, je regarderai ça. C'est peut-être pour ça. Ah, je pense que je sais pourquoi. Tu le faisais comment? Tu le disable quoi? Dans l'Extension Manager? Dans celui de Visual Studio directement, ouais. Ouais, dans l'Extension Manager, parce que si tu peux aller dans les options aussi, et tu cherches pour ReSharper, et tu as un Suspend Now. Ah, donc ça, c'est ce que je faisais pas. Et comme ça, tu n'as pas besoin de redémarrer. Ok. C'est ça que moi j'utilise. Enfin, utilisais. C'est avant Rider, ça. Ouais, dans Rider, c'est natif. Je sais pas, mais Visual Studio, et j'ai beaucoup de gens dans mon team qui me disent la même chose. Quand ils sont passés sur Rider, ils ont vraiment du mal à revenir parce que même le 2022, ils le trouvent lent, quoi. Étonnant que tu dis ça. Moi, honnêtement, je vois pas de différence en termes de perf pur. Par contre, ce que je vois, c'est que Rider, ils ont des bugs de parsing sur les syntaxes en Razor ou autre, là, donc, qui sont Razor, ouverts c'est depuis pas plus d'1 an maintenant, et ça commence à être long, là. Ouais, Razor, Ils c'est ont- pas terrible. C'est ça. Mais en termes de perf pur, ouvrir les projets, naviguer dans les projets, je vois pas tant que ça de différence, honnêtement. Sur les solutions un peu grosses, là. Ouais, C'est genre une cinquantaine de projets avec 100 000 lignes de code, mais un peu plus maintenant. Je n'ai pas de vraie différence là maintenant. c'est vrai. Dans 2 classes. Ah, mais Gérald, il travaille sur Assassin's Creed, en fait, donc lui, ses projets, il sait toujours des trucs Bon, dessus. après, on a des bonnes machines, certes, mais Sur des cartes graphiques pour de la autant. mort. C'est eux Pas qui ont tant que acheté toutes ça, les 3090. j'ai une machine qui est un peu vieille, là. Je crois qu'elle a 2 ans, ma machine à job. Je sais même pas combien on a de projets, mais Ouais, moi j'en ai 100. 25 Ça, projets. 100 projets? 100 projets, ouais. T'es Ouais. sérieux? Oui, ben, on a tout un tas de drivers parce qu'on supporte une quinzaine de bases de données différentes. Donc tu multiplies les entités par 2 à chaque fois. Donc, Tu arrives le matin à 9h, tu allumes ton PC, tu ouvres Visual Studio, tu vas faire ce que tu as à faire, tu reviens à midi et c'est sérieux. Non, Moi, ça j'allume va, même pas le ça matin va si assez j'ai vite. 100 trucs. Je me casse, quoi. Tu m'étonnes. Ça me rappelle l'armée, punaise. À l'armée, je jouais à Duck, alors. Moi, je changeais un point virgule et j'en sais la compilation parce que ça prenait 40 minutes.
Comme quand on Rassure-moi, fait rien, on disait ouais, mais ça compile. rassure-moi, t'es sans projet, c'est sur .NET Framework. Non. Hein Ah, bien. Si, oui, pardon. Si, Ah, si, ok, si. quand même. Elle est sur un 4.7 depuis pas longtemps. Ah, tricheur. J'ai eu 4.6. C'est la bonne étape pour aller sur .NET Core. 3 points. Ouais, alors là, je peux dire, il y a même 2 projets que je ne peux pas charger parce qu'ils ne sont pas supportés par Visual Studio 2022, puisque c'est avec du framework 4.0. Ah ouais. Là, il faudrait que j'installe le SDK, mais bon, comme ce n'est pas des projets sur lesquels on travaille, j'ai eu la flemme de le faire, quoi. Bien, bon, bah écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des sujets pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Justement, sur les outils là, de type Postman ou autre, ça peut être intéressant de faire un petit truc là-dessus. Il y a Michel, ouais, il y a Michel qui doit nous préparer un truc, mais c'est pas avant avril. je crois. Ouais, laisse-moi un peu de temps. Sur Et quoi je vous fais un truc un peu comme a fait Laurent sur Gatsby pour avril. Ah ouais, cool. C'est à quelle Mais heure on verra demain, que Laurent il va refaire son blog après. Par contre. Non. Aucune chance. Parce que Gatsby, je l'ai utilisé. Bon, on en parlait ensemble. Ouais. Non, ça, non. Bien. Bon, bah écoutez, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Salut. Ciao.